Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur cette vidéoconférence. Je suis Razali Frédéric, directeur de la collection de collection J'aime les maths et mon intervention va se dérouler selon le plan suivant. Tout d'abord, j'évoquerai l'esprit de la circulaire d'application de recommandation d'application des programmes du 18 juin 2014, donc toute récente. Dans un second temps, j'essaierai de formuler une définition du calcul mental et de ses enjeux à l'école primaire. Ensuite, j'énoncerai quelques règles de base pour garantir une rentabilité des apprentissages en calcul mental. Dans un quatrième temps, je proposerai une démarche d'enseignement en 5 temps, bien structurée pour nos séances de calcul mental sur une semaine. Enfin, je montrerai, pour que ce soit pratico-pratique aussi pour vous, des supports facilement concevables, que vous pouvez fabriquer avec du petit matériel simple, mais qui sont aussi à disposition dans la méthode J'aime les maths. Et enfin, je passerai la parole à ma collègue pour la partie géométrie. Donc, s'agissant, dans un premier temps, de la circulaire de recommandation d'application des programmes actuels, elle apporte des indications et dégage des priorités dans l'attente de la mise en place des nouveaux programmes à la rentrée 2016. On pourrait évoquer 4 grandes priorités qui ressortent, qui sont mises en relief par cette circulaire. Tout d'abord, elle précise qu'il y a une réelle complémentarité entre la construction du sens en mathématiques, l'automatisation des procédures, mais également la mobilisation des savoirs. Deuxième grand principe énoncé par la circulaire, il s'agit de l'ancrage des situations d'apprentissage proposées aux élèves dans leur quotidien. La résolution de problèmes, également, conforte les compétences mathématiques des élèves. Et enfin, le calcul mental est bien mis en avant également dans cette circulaire, qui constitue une activité fondamentale au service de la construction du nombre et aussi de la résolution de problèmes. Ce qui m'amène naturellement à décliner une définition du calcul mental et d'évoquer aussi ses enjeux à l'école primaire. Le calcul mental ne se résume pas à la connaissance des tables d'addition ou de multiplication, c'est la mise en œuvre mentale de procédures de calcul dans lesquelles les résultats mémorisés, comme les tables, résultats des tables de multiplication et d'addition, sont considérés comme des connaissances de base. Les procédures doivent être automatisées. Pour exemple, si on demande aux élèves en calcul mental de formuler les résultats de 5 fois 4, 2 fois 3, 4 fois 3, 4 fois 3 égale 12, ils vont simplement restituer là ce qu'on appelle un fait numérique qu'ils auront mémorisé. Par contre, si on veut être en situation de calcul mental et de mise en œuvre de procédures, on va proposer 4 fois 33. Et donc, l'élève va être obligé de mobiliser une procédure qui est celle-ci, celle que je vais vous montrer sur la fiche. Donc, il va dans un premier temps décomposer additivement le second nombre, 30 plus 3 pour faire 33. Puis ensuite, on va lui enseigner la distributivité, sans le formuler comme ça avec lui, bien sûr, la distributivité de la multiplication, de manière à ce qu'il puisse décliner son petit calcul mentalement en 4 fois 30 plus 4 fois 3. Ce qui lui permettra aussi de mobiliser ses acquis sur l'étape de multiplication et de reconnaître 4 fois 3 égale 12 pour enfin trouver 132. Quels sont les enjeux du calcul mental à l'école primaire? Il s'agit, comme je viens de le dire, de la mise en œuvre de procédures. Donc, si l'élève parvient à utiliser de manière automatique les procédures qu'il a apprises, il va s'alléger tout naturellement des contraintes liées au calcul intermédiaire dans une résolution de problème, par exemple. Donc, premier enjeu important. Dans un second temps, les dernières recherches en didactique des mathématiques ont montré que un élève qui présente de réelles habiletés en calcul mental et qui sait mobiliser des procédures apprises, automatisées aisément,
sera beaucoup plus à l'aise en résolution de problèmes, puisque cela permet d'accélérer le processus de reconnaissance de l'opération en jeu dans une situation problème standard. Ces approches pédagogiques du calcul mental, basées sur l'automatisation, le sens, l'ancrage dans le quotidien des élèves, doivent être proposées très très tôt aux élèves, hein, dès le CP, puis approfondies sur le reste de la scolarité primaire. Quelles règles pour enseigner le calcul mental? Pour moi, il y a 5 règles essentielles à respecter, hein, pour qu'on puisse garantir une rentabilité des apprentissages en calcul mental. Règle numéro 1, faire manipuler les élèves, jouer avec du petit matériel, hein, que je vous présenterai après. Les activités de manipulation, hein, de petites étiquettes, de dés, etc., au cours de jeux de calcul mental, doivent être très présents, surtout au cycle des apprentissages fondamentaux où on construit, hein, les représentations du nombre, la numération de position, le système de numération, hein, en quelque sorte. Deuxième règle essentielle, il s'agit de varier les organisations pédagogiques. Alors j'insisterai là-dessus. On peut faire des jeux, etc. On peut mettre des situations dynamiques, mais si on met en place toujours sur le même mode frontal, la rentabilité sera moindre que si on varie les organisations. On propose du travail en binôme, en individuel avec ardoise. À d'autres moments, on va proposer des groupes de travail, des groupes de besoins. Alors, c'est réellement ce type d'organisation qui représente un terrain idéal pour confronter les procédures, les démarches, faire émerger les procédures de calcul mental et les hiérarchiser avec les élèves de manière à pouvoir produire ensuite un écrit de référence qui sera affiché dans la classe et repris dans les cahiers des élèves. Troisième règle, il s'agit de suivre une progression rigoureuse. D'une part, dans la progression de calcul mental, doit être intégrée une progressivité. C'est-à-dire, telle compétence vient avant telle autre. Ça, c'est incontournable, mais c'est aussi à prendre en compte dans le cadre du lien avec le domaine nombre et calcul. Pour exemple, si dans la période, si dans la période 1, par exemple, hein, en calcul mental, vous êtes dans l'étude du champ numérique, en nombre et calcul, pardon, vous êtes dans l'étude du champ numérique inférieur à 100, hein, les nombres entiers inférieurs à 100, on ne pourrait pas se permettre, dans une séance de calcul mental en période 1, de proposer des additions de multiples de 10 dont la somme, hein, serait supérieure à 100. La cohérence est de mise et la progression doit être très très rigoureuse. Point suivant, bien faire émerger les procédures à utiliser. Vous pouvez, en tant qu'enseignant, et c'est ce qui est mis à disposition dans le guide pédagogique de la méthode J'aime les maths, vous pouvez, en tant qu'enseignant, vous constituer un répertoire de procédures, hein, que vous anticipez, et chaque compétence qui sera étudiée avec les élèves en calcul mental, vous avez au préalable isolé la procédure que vous allez faire émerger dans la phase de recherche et de hiérarchisation des procédures. Les procédures, hein, j'en expliquerai quelques-unes illustrées tout à l'heure. Il s'agit de groupement, de décomposition, de recomposition, de complémentation de nombres, etc. Dernière règle essentielle, la structuration des temps d'enseignement du calcul mental. Nous proposons une démarche d'enseignement lisible qui puisse garantir une rentabilité et une mémorisation à relativement long terme des acquisitions en calcul mental. Il s'agit d'une démarche en 5 temps. Alors, il s'agit d'un tableau, hein, qui présente la démarche. Bon, là, je ne suis pas sûr que vous puissiez voir de manière très nette les écrits. Le tableau vous sera communiqué comme document ressource à l'issue de la conférence. Je vais juste faire un petit point dessus, hein, puisqu'il présente clairement les 5 temps de la démarche que nous proposons. Le premier temps serait le jour 1, par exemple, dans la semaine, hein, un temps de 15 minutes, où il s'agirait de faire jouer, manipuler les élèves sur des situations de découverte. 15 minutes, ils jouent, on fait un petit bilan intermédiaire et on fait émerger la procédure qu'il a fallu
mettre en œuvre pour, par exemple, réaliser des décompositions additives de nombres inférieurs à 100, hein, ou résoudre un petit problème proposé. Ben, voilà, quelle procédure? On fait émerger cela. Le deuxième temps, le jour 2, par exemple, la séance durerait environ 30 minutes. Dans un premier temps, on ferait rejouer les élèves au jeu de la première phase, reformuler ce qu'ils ont appris lors de la séance précédente, mais surtout, on produirait avec eux un écrit de référence qui serait la phase d'institutionnalisation des savoirs, finalement, un écrit de référence, une affiche dans la classe propre au calcul mental, hein, ce qu'on ne voit pas trop souvent dans les classes. On voit des affichages disciplinaires, certes, mais rarement liés à la pratique directe du calcul mental. Je vous montrerai quelques supports tout à l'heure. Ça peut être une règle, hein, à une petite leçon à coller dans le carnet de calcul mental, par exemple, avec la procédure à retenir. Mais ça peut aussi être également des répertoires de décomposition additive, des répertoires de compléments à 10, à 5, qui sont finalement des outils de mémorisation qui vont favoriser après, pour l'élève, la mobilisation de manière automatique de ces petites décompositions additives lors de la résolution de problèmes. La phase 3 de notre démarche de calcul mental serait l'entraînement. 15 minutes, en jour numéro 3 par exemple, les élèves là sont dans une phase d'exercitation, des petits exercices, la rapidité est de mise, l'interactivité avec l'enseignant, l'ardoise, on analyse chaque erreur et on veille à ce qu'il y ait une reformulation de la procédure, une justification de la démarche. Mais de manière assez fluide et assez rapide, hein, c'est le but de cette phase d'entraînement. La quatrième phase, ce sera la phase d'entretien des connaissances. Hein, quelle que soit la discipline, pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait répétition, entraînement et entretien des connaissances. Il faut donc que les élèves soient amenés à résoudre cette fois-ci des petits problèmes, hein, numériques, standards, dans lesquels il n'y a pas de difficulté particulière, mais juste une référence à leur quotidien et un moyen pour eux de remobiliser la procédure mémorisée et de réinvestir. Le cinquième temps de la démarche sera un temps d'évaluation qui sera proposé en différé cette fois-ci, en fin de période, ou quand vous le décidez, hein, vous estimez qu'il y a un certain nombre de compétences acquises sur un sujet, sur un chapitre de calcul mental identifié, vous programmez l'évaluation qui est également fournie dans la méthode J'aime les maths. Si on veut garantir cette rentabilité des apprentissages en calcul mental, certes, on doit avoir cette rigueur et ces règles dont je parlais tout à l'heure, la démarche qui soit structurée et lisible pour les élèves, mais il faut aussi qu'on ait des supports et des outils adaptés. Alors, je parlais tout à l'heure de petits jeux à mettre en place dans la situation de découverte. Je vais vous en présenter quelques-uns. De fabrication très artisanale, hein, mais qui ont fait leur preuve en classe avec les élèves. Il s'agit, dans un premier temps, de petits dés, hein, qu'on peut appeler les dés des additions ou les dés magiciens, un peu ce qu'on souhaite, qu'on fabrique avec des petits tasseaux récupérés ou achetés dans les magasins de bricolage, et qu'on personnalise. Donc là, le premier, c'est un dé sur lequel figurent des nombres inférieurs à 10. Le deuxième dé, d'une couleur différente, c'est un dé sur lequel figurent des multiples de 10. Et le troisième dé, sur lequel c'est un dé standard, hein, sur lequel on a collé des gommettes de couleurs différentes. Donc on a 2 faces vertes, 2 faces bleues et 2 faces rouges. Donc le principe du jeu, les élèves jettent, hein, ils sont par petits groupes en classe, ils jettent les 3 dés, le lanceur jette les 3 dés. Si la face rouge, hein, sur le dé de couleur sort, on additionne le multiple de 10 avec le nombre sur le dé numérique des nombres inférieurs à 10. Si la face bleue sort, on soustrait. Et si la face verte sort au tirage, le lanceur peut décider d'additionner ou de soustraire les nombres issus du tirage. Après, on peut décliner ces dés, peut-être pas à l'infini, mais dans de multiples contextes, avec les couleurs certes, mais des multiplications, des situations de division. On rajoute un troisième dé numérique. On peut décomposer ou complémenter des nombres. Voilà. Donc ça, c'est un outil facilement utilisable, très ludique et en même temps qui marche bien
pour dégager les procédures. Deuxième type de jeu, il s'agit ici d'une grille que l'enseignant peut préparer aisément avec son ordinateur ou même à la main. Hein. D'un côté, on a une colonne avec des nombres inférieurs à 100. De l'autre côté, on a une deuxième colonne avec les décompositions additives correspondantes à chaque nombre. Dans les décompositions additives, on peut s'appuyer sur les multiples de 10, mais on peut aussi s'appuyer sur le nombre 20. Hein, par exemple, si vous regardez la première ligne, on a 85. 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 5. Ça reprend la numération orale 85. 4 paquets de 20 plus un paquet de 5. Alors, le principe du jeu est de découper tout ça, de mettre les élèves en binôme ou en groupe, de mélanger toutes les étiquettes à l'intérieur de petites enveloppes et de distribuer à chaque groupe une enveloppe, charge aux élèves de reconstituer les paires. Possibilité pour vous, hein, si vous voulez gagner du temps en termes de correction ou de validation, vous vidéo-projetez, vous rétro-projetez cette grille-là que je suis en train de vous présenter, pour que les élèves puissent se valider eux-mêmes au niveau des pairs. Vous pouvez également reproduire cette fiche sur transparent et la communiquer aux élèves lorsque vous passez dans les groupes pour validation. Autre type de jeu. Alors, je tiens à préciser que dans la méthode J'aime les maths, les jeux, vous allez en trouver un certain nombre, donc je ne peux pas en faire le tour sur le temps qui nous est imparti, mais très varié et applicable, déclinable en fonction des différents niveaux, hein, dans la logique de différenciation pédagogique, des élèves qu'on a en charge. Ici, il s'agit d'un jeu qu'on appelle les cartes recto-verso. Alors, je ne sais pas, voilà. On pose un petit tas de cartes au milieu du groupe d'élèves, autant de cartes que d'élèves, voire plus, ou alors 2 fois plus de cartes que d'élèves. Chaque élève tire une carte. Alors, vous voyez qu'ici, on a une opération à trous qui vise finalement à trouver un complément. Donc, les élèves, chacun, ont leur petite ardoise devant eux. Le tireur annonce, fait la lecture de l'opération à trous. Chacun note sur son ardoise le complément. Et après, on retourne la carte pour se valider. Hein, derrière, au verso, figure le complément qui manquait dans l'opération au recto. Pour mettre un petit peu de ludique aussi, un petit peu plus, on peut proposer aux élèves de se mettre un point par bonne réponse, ou d'inventer après eux-mêmes le jeu en créant des opérations eux-mêmes à trous et des compléments correspondants et en s'auto-validant les uns les autres. Pour terminer, je vous présenterai également un certain nombre d'affichages, d'écrits de référence que vous pouvez proposer aux élèves. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de petits écrits de référence qui pouvaient servir d'affichage, mais également de traces écrites dans le carnet de calcul mental. Alors, ça peut être ceci, connaître les compléments à 10. Donc, c'est finalement un répertoire de compléments à 10. Et une fois que l'élève l'a mémorisé, il va mémoriser ces petits compléments, il les réutilisera de manière beaucoup plus rapide et automatique lorsqu'il aura à s'en servir dans un calcul plus compliqué ou dans le cadre d'une résolution de problème. Ça peut être également, voilà, plus simplement, en début de CP, un répertoire qui permet de visualiser les décompositions des nombres inférieurs à 10 s'appuyant sur le nombre 5. Toujours en lien avec les dés qu'on peut mettre en relation et les constellations de points sur les dés. Le nombre 5 est un nombre clé. Voilà maintenant une affiche telle qu'elle pourrait figurer en classe sur une procédure bien identifiée que les élèves doivent mémoriser. Ajouter 2 nombres à 2 chiffres, ben voilà la procédure. Il s'agira de faire apprendre aux élèves qu'on va procéder par décomposition du second nombre pour résoudre ce petit calcul assez facilement mentalement. Pour conclure mon intervention sur le volet calcul mental, je pourrais préciser que la méthode J'aime les maths répond à ces différents enjeux et contraintes, s'agissant du calcul mental. Une précision importante, c'est que l'ouvrage élève, si vous avez eu l'occasion de le manipuler, présente le 3e temps
de la démarche que j'ai présentée tout à l'heure et que le guide pédagogique présente les 4 autres temps. Il permet aussi de résumer les procédures à utiliser, d'anticiper la difficulté. Alors ça, c'est une dimension assez intéressante. Il s'agit d'anticiper les difficultés que vont rencontrer les élèves sur la situation proposée et de proposer une différenciation en amont, à savoir des variables de simplification et de complexification, puisque la différenciation, c'est aussi pour les meilleurs élèves, et non pas seulement pour les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, de manière à pouvoir contenter pédagogiquement tous les niveaux d'élèves. Et enfin, la méthode J'aime les maths fournit également tous les supports dont j'ai parlé, les jeux, qui peuvent être découpés et fabriqués, ainsi que les écrits de référence sur chacune des compétences figurant dans la progression euh, placée en début d'ouvrage. Maintenant, qu'en est-il de la géométrie? Je vais passer la parole à ma collègue Marie-Pierre Sadlechat qui va poursuivre sur ce domaine. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'être présents cet après-midi. Alors, la géométrie. Vous avez des enjeux très précis dans les nouveaux programmes qui peuvent se décliner en 2 grands champs de connaissances. La structuration de l'espace. Là, ce sont les connaissances nécessaires à l'enfant pour contrôler ses rapports usuels avec l'espace. On va parler de maso-espace, de micro-espace, etc. Tout se passe dans le vécu, avec une maîtrise de la langue organisée, un vocabulaire spécifique, etc. Le deuxième champ de connaissances me paraît un petit peu plus difficile à aborder dès cette époque de l'enseignement, c'est la géométrie, car il s'agit ici d'un savoir mathématique qui doit fournir des outils et développer en même temps des connaissances pour résoudre des problèmes de l'espace physique qui n'est pas le même espace que celui que l'enfant travaille usuellement. Donc, on est bien dans le micro-espace et on va devoir travailler sur des connaissances qui sont en perception. On fait bien la différence entre un objet en 3 dimensions, il est où? Voilà. On va commencer à percevoir au niveau de pas mal d'objets ces 3 dimensions, mais pour un enfant, est-ce que cet objet qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est une étiquette, est une surface plane? Et c'est bien là l'enjeu mathématique des programmes de 2008 et du socle commun. Ah non, ça n'est pas une surface plane au terme géométrique. C'est encore un solide, puisqu'il a un recto, un verso et une épaisseur. Alors, le problème date de la maternelle. Nous avons commencé à étudier un petit peu tout cela avec des grandes sections. Et malheureusement, en maternelle, il est difficile de leur faire dire que ça, c'est un pavé droit. Vous êtes d'accord? Donc, il nous faut utiliser des matériaux qui ont toujours une épaisseur. Et on emploie le terme forme rectangulaire pour quelque chose qui est un pavé droit. On va employer des termes qui ressemblent à forme triangulaire, mais on dit triangle, carré, rectangle dès la maternelle. Et les enfants arrivent au cycle 2 avec une parfaite reconnaissance. Ça, c'est un rectangle. S'ils ne voient que la face de ce cube, ils vont nous dire ça, c'est un carré. Je dois bien avoir un petit triangle, et effectivement, si je leur présente mon petit solide de cet aspect-là, ils vont me dire c'est un triangle. Donc, quand on arrive au cycle 2, la question est, eh bien maintenant on fait de la géométrie. La géométrie, c'est une discipline, et elle a un vocabulaire spécifique, et associer une connaissance à un mot, c'est en construire le sens, le contenant. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer au cours de travaux de recherche académique le groupe IREM, composé de M. Gaudin, Mme Perrin, M. Duval, etc., qui ont depuis, je dirais bien presque une dizaine d'années, travaillé justement sur les difficultés rencontrées par les élèves dans la mise en place de ce vocabulaire par rapport aux objets qu'ils étudient. On doit au cycle 2 apprendre le carré, le rectangle, le triangle, le rectangle. On parle bien là de figure plane. Or,
en tenant compte de leur savoir précédent, pour l'instant, ils ont appris à dessiner un carré, dessiner un triangle, dessiner un rectangle. Donc, vous voyez la marge à faire. Les difficultés, je ne vais pas vous refaire la genèse de cette recherche, mais voilà. Passer de la perception à la géométrie, c'est de la maternelle, on ne voit pas très bien, au cycle 3, à passer d'une vision surface, celle dont je vous parlais là, on reconnaît le rectangle, c'est une surface qui a un contour, et qui, voilà, mais petit à petit, en travaillant ces surfaces, on va passer à cette notion-là qui n'est plus qu'un contour de la surface géométrique et qui est bien plane. Et celle-là, vous ne voyez rien derrière ma feuille. D'accord? Et puis, au cycle 3, voyez-vous, la difficulté, ça sera de se dire, vous avez tous reconnu que c'était un carré. Vous êtes d'accord, les 4 points? Ce sont bien les 4 sommets de ce carré que vous reconnaissez sans avoir tracé les côtés. Donc, notre grand travail au cycle 2, ça va être de passer de cette notion de surface à 3 dimensions à une surface à 1 dimension. Et voyez-vous, ce n'est pas parce qu'ils connaissent les propriétés par cœur que les enfants les manipulent au titre manipuler le contenant du contenu. Je vous montre. Après 3 ans de géométrie, avec un modèle au tableau, une reproduction à main levée, ça c'est un premier résultat. Je vous montre le modèle. On a bien donc ici des surfaces reconnues, en particulier le cercle au milieu. On a plus l'impression de voir un bonbon que des triangles dans un rectangle. Voilà. Donc, notre démarche pédagogique a été influencée par les propositions de M. Godin. Et cette année-là, nous avons travaillé sur le pliage. Et en pliant, nous avons pu faire apparaître des lignes que les enfants ne percevaient pas, puisqu'ils perçoivent des surfaces. Alors, c'est très difficile de vous montrer. Ici, on voit un pliage avec la différence de couleur. À partir du moment où on a plié cette feuille en superposant la longueur du rectangle sur l'autre longueur, les enfants ont vu apparaître une ligne et ont pu corriger leurs travaux. Et donc là, c'est le récapitulatif. On voit l'enfant qui, après le pliage, a gommé tout son travail, a repris les lignes qu'il ne voyait pas et a dépassé sa capacité à voir en surface, à délimiter en réseau de lignes et de droites. Et c'est bien là toute la recherche autour de notre démarche. Et je vais la résumer par la définition qu'en donne ce groupe de travail de l'IREM et de la production du Grand N et d'autres groupes de travail encore. Il faut changer le regard sur les figures. C'est nécessaire. Si on reste avec des élèves qui ne voient qu'en surface et qu'on leur parle de droite, de points, de lignes, alors qu'ils ne les perçoivent pas, puisqu'ils ne perçoivent que la surface globale, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que le milieu d'un segment, puisque le segment, ils ne voient pas. Ici, dans cet exemple-là, ils n'ont pas perçu que le rectangle était 2 carrés et que les triangles étaient les 2 demi-diagonales de chaque carré. Alors vous allez dire, elle est complexe, on n'en est pas là. Donc on a cherché, grâce à ces personnes, à vous proposer une progression au CE1, en sachant qu'au CP, déjà quelques-uns des nouveaux outils, enfin ils ne sont pas nouveaux, hein, mais peu utilisés, le pochoir, le gabarit, la gomme, qui est un outil incontournable. On a essayé de développer donc une progressivité des apprentissages en respectant les commandes institutionnelles et en essayant de respecter ce changement de regard de figure. Alors, un tout autre petit exercice.
en maternelle, il n'est pas difficile de donner, on ne voit plus rien aussi, tu mets comme ça, voilà. De donner ce type de modèle. Si tu me le tiens, je ne rien. Je tiens. On donne ce modèle, c'est bien une figure plane. Alors, il y aura d'autres exercices précédents, et on va simplement leur demander de repositionner des surfaces dans un contour. Puis, on va peut-être apporter des éléments graphiques. On ne va pas donner la surface. Ils vont avoir les... C'est un puzzle, vous allez me dire. Mais dans vos puzzles, vous ne faites jamais le contour des pièces. Et il faut que les pièces soient bien positionnées pour qu'elles représentent à la fin la figure souhaitée. Donc, il y aura toujours le modèle. Et alors là, ce n'est pas très facile, je pensais qu'on pourrait... Donc, ils vont repositionner, vont en faire le contour et vont obtenir une figure. Et quand ils ont terminé, ils obtiennent le modèle qui sera toujours plus ou moins disponible. Ces pièces sont des gabarits. Dont on va utiliser le contour. Ils informent l'élève sur la figure. Ce sont des outils particuliers parce qu'ils portent en eux des informations sur la figure géométrique que l'on est en train de travailler. La règle, non. Le réglé, non plus. L'équerre, non plus. Puisqu'ils donnent une information qui est transportable sur n'importe quelle autre figure. Tandis que celle-ci ne donne des informations que sur celles qui nous intéressent. Alors, je vous donne un autre exemple. Donc, nous avons pensé et expérimenté en classe que cette démarche est un petit peu complexe pour le maître, puisque chaque élève doit posséder son matériel, le découper, le préparer, il faut qu'il soit réutilisable, on passe des heures. Et j'ai eu la chance de pouvoir obtenir pour vous la préparation de tout ce matériel que l'on appelle des gabarits, qui portent des informations en elles. Alors là, on va prendre la première séance. Et donc, ceci montre quand même déjà la progressivité des apprentissages que nous allons faire. Travailler un contour avec ce petit gabarit, on peut le travailler de deux façons différentes. En un seul outil, on en a deux. On peut le travailler en l'utilisant comme pochoir ou en utilisant le gabarit. On est dans une reproduction d'une figure dont on a le modèle, et l'outil n'est plus la règle, il est bien soit ce pochoir, soit ce gabarit. Seulement voilà, pour que les enfants avancent, une manipulation doit comporter en elle-même une problématique qu'il va falloir dépasser seul, en binôme ou en groupe. Donc, cette démarche, qui n'est même pas personnelle, que j'ai découverte, c'est l'histoire de la petite souris qui vient nous manger une partie de notre matériel. Mais comment va-t-on faire? Je ne vais pas reprendre les différentes étapes des structurations de séances, mais il va de soi qu'il faut chercher un peu seul, puis à deux, puis en groupe prendre une décision. Quelle va être la meilleure procédure, soit à partir de ce gabarit, soit à partir de ce pochoir, de retrouver la forme initiale qui est en fait, vous l'avez reconnu, un petit triangle. Effectivement, j'ai eu le bonheur de pouvoir voir tout mon matériel. C'est un peu petit, mais ça a au moins l'avantage de générer chez l'enfant la précision et une manipulation fine des outils crayons qu'il utilise tous les jours et dont un des aspects fondamentaux de la géométrie, c'est la minutie, la précision et la clarté. Donc, dans ces pochoirs et ces gabarits, il y a une progression d'apprentissage. Vous me direz, ce n'est pas évident à voir. Hein. Alors, je vous ai fait un petit exercice, mais je ne sais pas si vous allez bien le voir. Vous vous souvenez, le château, c'est dans l'autre sens, donc moi, il faut que je regarde par là. J'ai colorié en jaune et en orange différentes parties du château qui sont des parties qu'on a effacées. C'est-à-dire qu'on a joué la petite souris, mais cette fois-ci, non pas sur des gabarits, mais sur une figure à restaurer. On dit restaurer parce qu'il lui manque des choses et qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Les objets jaunes sont situés, si vous observez bien,
à des intersections de droite. Alors, pourquoi on a insisté dans cette progression de CE1? Parce qu'on s'est aperçu au cours des expérimentations qu'après un apprentissage traditionnel de la géométrie, un enfant montrait pour les mots sommet et côté les mêmes objets. Or, le sommet d'un triangle, c'est bien l'intersection de deux droites qui ont un secteur angulaire qui les différencie. Donc là, le fait de créer le toit de ce château, eh bien, il va falloir apprendre à prolonger une droite. On est déjà en train d'utiliser une propriété très développée dans une des pages qui s'appelle l'alignement de points. Et là, on va utiliser une règle qui ne porte pas d'informations sur la figure, mais qui a la propriété, une règle a la propriété d'aligner des points d'une certaine façon, en ligne droite. Donc, l'enfant va chercher à prolonger les droites. Rassurez-vous, au début, par exemple sur le mur, sur ce mur-là, ils ne vont pas faire un seul trait d'en bas jusqu'en haut. Hein. Ils vont faire un petit trait pour le haut du mur et un petit trait pour le jusqu'à ce que les exercices durant, ils s'aperçoivent qu'il n'y a qu'une seule ligne à cet endroit-là. Les intersections sont donc des endroits jaunes. Les endroits orange, c'est simplement un alignement de segments. Donc, on est déjà dans une perception d'un réseau de droite. On a beaucoup travaillé, vous l'avez vu dans les premières pages, sur les gabarits avec des formes et des figures. Cette fois-ci, on n'a plus de gabarits. On est bien sur une figure plane dont il n'y a pas de verso, dont il y a des surfaces délimitées par des lignes droites, perpendiculaires, parallèles, qui montrent à tout un réseau. Et l'enfant va donc s'approprier ce genre de connaissances sur le réseau de droite. L'objectif de cette démarche, c'est bien de passer de la notion de surface en deux dimensions à des surfaces géométriques dont on va étudier les lignes qui la composent. Ici, d'autres gabarits qui nous permettent d'avoir des situations problèmes sur le rectangle, celui-ci. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué, il n'y a qu'à prolonger pour trouver le coin qui manque. C'est déjà un acquis. Ça veut dire qu'il a compris que les lignes manquantes, au début, certains enfants vont continuer et vont dessiner le rognement que nous avons provoqué. Mais dès qu'ils commencent à manipuler la prolongation de droite, ils trouvent mais il faut encore vérifier la propriété. Quelle propriété pour cette figure? Puisqu'ils ont vu qu'elle se retournait deux fois de suite sur elle-même, il va bien falloir aussi vérifier que ce coin-là a été dessiné correctement, a été représenté correctement. Certains enfants ne vont pas utiliser la règle, vont tourner et faire le coin. Donc ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas encore bien saisi la notion de sommet. Donc, toutes ces manipulations, il faut les faire régulièrement. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut les laisser travailler ensemble et il faut les accompagner avec beaucoup de minutie dans la maîtrise de la langue. Je vous répète que dans un CE1 de début d'année, le mot côté représentait à la fois le côté, mais aussi le sommet. Donc nous avons dû y travailler tout particulièrement. Alors, ce sont des outils. Il est recommandé d'utiliser le gabarit d'angle droit pour vérifier un secteur angulaire qui est appelé angle droit, mais vous verrez au travers de tous les exercices que vous allez instruire des propriétés des figures simples, obligatoires pour les décrire. Un rectangle, être capable de dire, tu sais, c'est un rectangle parce que j'arrive à le tourner deux fois de suite sur lui-même et qu'il se superpose complètement. Les contours qui se superposent complètement à la figure de base. Ici, deviner et exprimer que ici, c'est déjà les quatre angles droits qu'il nous manquent. Alors qu'au départ, l'exercice n'est pas à ce but-là. Mais certains enfants vont le voir tout de suite, donc vont tout de suite avoir besoin. Donc, toutes ces manipulations
ce travail de représentation vont nous apporter beaucoup de connaissances et surtout dans la forme, dans la démarche de travail. Je travaille un peu seule. Je travaille avec mon voisin, on compare. On décide de la procédure qu'on va présenter au groupe. Le groupe va analyser tout ce qui s'est fait sur les 2 ou 3 binômes réunis et on va définir pour la classe la procédure la plus économique pour être sûr d'arriver à la représentation souhaitée. Hein, il y a tout un travail de recherche théorique qu'il faut faire entre reproduire, décrire, tracer ou construire. Le cycle 2 ne construit pas, il reproduit. Dans la démarche proposée initialement, on parlera de restauration quand on utilise un gabarit ou une partie de la forme. Il y a des centaines d'exercices à faire. J'ai essayé au travers des 13 pages de vous amener petit à petit à ces différentes connaissances. Les outils sont donc les gabarits qui ont des informations sur la figure à représenter. Il y a des outils qui vous dérangent un petit peu parce que ma règle est un simple papier plié, mais c'est important parce qu'une ligne droite, ce papier déplié, montre bien la ligne droite dont on parle. Et on va petit à petit passer de la ligne droite à la droite de cette règle. Et puis, on a introduit une autre règle, alors que nous appelions, nous, règle informable, c'est-à-dire qui va nous permettre d'aller prendre des informations sur une figure. Est-ce que dans un carré, tous mes côtés sont égaux, de même longueur? Eh bien, avec ma règle informable, je vais décider du début de ce que je vérifie et je vais informer ma règle de ce que je veux voir dans ce réseau de lignes qui nous devient apparent après l'utilisation du gabarit. Et je vais vérifier par superposition si les côtés que j'ai représentés vérifient la propriété du carré. Alors, il est important tout au début de ne passer par l'étape où je cherche seul, sans repère. Les enfants ont beaucoup de mal au cycle 2 à utiliser la règle graduée. Vous connaissez tous le problème de la position du 0. À partir du moment où ils auront parfaitement compris, et il y a un exercice qui s'y prête avec le report de longueur de la droite brisée sur la droite, certains enfants vont pouvoir utiliser petit à petit ce réglé avec cette marque initiale. Voilà. Je pense que le temps nous est limité. On va passer aux questions. Oui. On peut peut-être commencer par les questions qui traitent du domaine numérique. Voilà. Alors, en résolution de problème, que faire si malgré les manipulations et schémas, à plusieurs reprises, l'élève ne comprend toujours pas la logique du jeu? Donc, première réaction, c'est de dire la résolution de problème, attention, ce n'est pas un sous-domaine mathématique à déconnecter des autres domaines. Il fait partie intégrante du nombre et calcul, au même titre que de la géométrie, grandeur et mesure, etc. Donc, la résolution de problème fait l'objet d'un apprentissage aussi progressif qui suit le champ numérique du domaine nombre et calcul. Il faut toujours veiller à ça. Deuxième chose, on va s'interroger en tant qu'enseignant sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans mon problème qui pose trop de problèmes justement à l'élève. Donc on va, par des variables de simplification qu'on aura prévues à l'avance sur le problème qu'on a donné, on va aider l'élève à démarrer en quelque sorte la résolution de ce problème. On va lui inscrire par exemple, ou lui souffler, l'aider à formuler plutôt, le début du petit calcul additif qui va permettre de trouver la solution ou de l'emmener vers la solution. Donc là, rien que le fait de lui apporter cet élément de réflexion, c'est déjà en soi une variable de simplification. Et puis, progressivement, on verra si il a besoin d'ancrer réellement cette connaissance. Donc on va lui reproposer 1 ou 2, voire 3 problèmes du même type, de manière à assurer cette répétition qui est porteuse d'apprentissage.
et ancrer la procédure. On va lui faire reformuler, faire des bilans intermédiaires sur ce qu'il ne comprend pas dans ce problème. Quel est l'obstacle pour lui, la vraie difficulté qu'il éprouve à résoudre ce problème. Dans le dialogue avec lui, on va construire avec lui la solution. Donc, très progressivement. Autre question, s'agissant des manipulations. Je viens de la traiter, désolé. Que faire quand l'enfant n'arrive pas à passer de la manipulation à la trace écrite? Voilà la question que je voulais retrouver. Là encore, lorsqu'on lui fait manipuler, on le fait en même temps formaliser, verbaliser plutôt. Ils sont en groupe, en binôme, il n'est pas tout seul face à sa manipulation. Donc ils vont faire émerger ensemble une démarche, ils vont en discuter, ils vont confronter, ils vont formuler, et puis nous, enseignants, on passe de groupe en groupe et on s'assure, en faisant reformuler justement, de la compréhension de l'intérêt de la manipulation. Et de ce fait-là, on peut... Parce que derrière la trace écrite, il faut voir ce qu'on y met. Il y a la trace écrite qui est en fait un écrit de recherche, à privilégier impérativement dans une situation à plusieurs, où les élèves ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent, mais n'ont pas le droit de gommer. Ils barrent. Comme ça, ils gardent la trace de leur raisonnement qui les conduira ou pas à la solution. Et on peut repartir de leurs erreurs pour les faire progresser vers la solution. C'est ce qu'on appelle l'écrit de recherche, propre à la mise en place de la démarche scientifique en mathématiques, essentiel en calcul mental dans la phase de découverte dont je parlais tout à l'heure. Mais aussi, trace écrite, on peut entendre par là l'écrit de référence, la leçon, entre guillemets, qui va servir après de support de mémorisation. L'élève, chez lui, qu'il aura des exercices à faire ou qui ne se souviendra plus, il pourra aller ouvrir son petit carnet de calcul mental et relire ce petit écrit de référence qu'il aura construit avec l'enseignant lors de la phase de découverte et d'institutionnalisation. C'est le deuxième temps de la démarche dont je parlais tout à l'heure. Donc, dans ce deuxième cas, l'élève n'est pas laissé tout seul non plus, puisque la constitution, l'écriture même de cette trace écrite se fait en collectif, en dictée à l'adulte, et formalisée par l'enseignant pour ne pas pénaliser les élèves qui rencontreraient de trop gros problèmes d'écriture. Voilà pour les problèmes liés à la manipulation et à la résolution de problèmes. Les questions qui traitaient de ces obstacles-là. Peut-être, Marie-Pierre, peux-tu répondre sur le problème du lexique? Je pense qu'il y a une question intéressante sur le lexique. Le lexique, c'est-à-dire que cette démarche, il y a beaucoup de questions où on parle de segments, de droite. Vous avez l'impression que je me suis peut-être un peu mal exprimée, mais je n'ai pas pu en 20 minutes vous expliquer une expérimentation qui dure 1 an. Effectivement, ici, alors, je vais dessiner d'abord. Si je fais comme les enfants, je dessine un morceau, un segment. Vous voyez la petite trace noire que j'ai faite? Voilà. Mais dans notre démarche, on va inviter l'enfant à mettre en évidence un réseau de droite. Et la gomme va devenir un outil impératif. Il va devoir enlever ce qui dépasse par rapport à la figure d'origine. C'est-à-dire que l'objectif de cette démarche, c'est bien de montrer que ce sont des droites qui se croisent, des intersections. Et moi, le mot segment, on l'a peu ou pas employé dans ma classe parce que il n'est pas encore temps, au début de cette expérimentation, de poser ce vocabulaire. Si les enfants savaient où ça commence et où ça s'arrête, ils construiraient des carrés tout seuls avec une règle et une équerre. J'ai aussi une question qui dit moi je l'ai utilisé et mon inspecteur m'a critiqué parce qu'il faut utiliser l'équerre. Je vous rappelle que monsieur l'inspecteur doit lire la circulaire du 18 juin où on nous demande de vérifier l'angle droit avec un gabarit d'angle droit et je pense que nous sommes là au bon endroit au bon moment puisqu'en plus ce gabarit d'angle droit, ce sont les enfants qui vont le construire. Vous vous souvenez de mon petit outil. J'avais le carré qui allait avec, mais je l'ai perdu. J'avais le carré. Donc j'ai enlevé mon carré. Nous, dans les classes, on dit, oui, mais il nous manque un coin. On a appris à le retrouver en retournant grâce aux propriétés.
Et puis un jour, voilà que la maîtresse devient folle, et puis elle dit, tiens, je vais encore en enlever un, et tiens, je vais encore en enlever un, et on s'aperçoit que la propriété de l'angle droit, c'est bien la même pour les 4 secteurs angulaires que nous avons trouvés. Et c'est à partir de cet outil-là que nous appelons ça gabarit d'angle droit, avec tout un travail sur ce qui est droit, net, etc. Nous sommes là bien dans les recommandations d'aménagement des nouveaux programmes et je ne pense pas que cela change beaucoup d'ici là. Marie-Pierre, est-ce que je peux rebondir sur justement ce que tu dis, s'agissant du lexique, puisqu'il y a plusieurs questions qui Il y en parlent a du plein, oui. lexique. Et je tiens à dire que effectivement, le lexique, dès le début de l'école élémentaire, même au collège, d'ailleurs, les futurs cycles d'enseignement réuniront CEM1, CM2, 6e. Le lexique en géométrie, c'est un vrai cheval de bataille auquel il faut s'accrocher. Dès qu'on met en place une séance de géométrie, on pose le bon vocabulaire. Il est possible, bon, je fais encore référence à la méthode J'aime mais les écrits de référence proposés dans la méthode sont des textes à trous, justement avec les mots mis en surbrillance qui sont les mots à retenir. Et ces mots à retenir constituent un lexique géométrique qu'il va falloir faire mémoriser aux élèves et qu'on peut, alors, pour l'avoir pratiqué et testé, en avoir testé la rentabilité, c'est de créer à la fin du cahier de mathématiques ou de la partie géométrie un lexique à l'image de ce qu'on fait en histoire, en géographie, droite, définition, segment, définition, etc. Une fois que les élèves ont appris ce vocabulaire spécifique à la géométrie, on peut, nous, enseignants, mettre en place des situations ludiques, des quiz, par exemple, qui portent exclusivement sur le lexique géométrique, et on peut également l'évaluer exclusivement. On peut évaluer le lexique géométrique, vérifier la maîtrise des termes, pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement, lorsqu'on parle de droite, de segment, d'angle droit, etc. Alors là, on a une série de questions, mais malheureusement, pour y répondre, on ne peut pas savoir s'il s'agit de la géométrie ou pas. Les gabarits, eh bien écoutez, si on prend le livre J'aime les maths, ils sont tous en carton, mais il n'y a pas que les gabarits. Je n'ai pas pu vous décrire l'ensemble de la démarche. Les enfants sont en autonomie dans les groupes et la formulation, la structuration se fait après validation. Et vous avez une partie transparente qui permet aux enfants l'auto-évaluation. Ils voient où est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de tout ce qu'ils ont appris, etc. Donc on a un matériel qui est tout prêt, on va le reproduire en grand pour la classe. Ici, les gabarits sont en carton, le transparent est un calque. Maintenant, un enseignant a vite fait de prendre un transparent d'une autre façon, on peut l'agrandir. Ce sont des aménagements dont je parle dans le guide pédagogique, dans les séances de découverte, et les manipulations spécifiques quand un enfant propose des difficultés. Pour tracer, on utilise la règle et plus le gabarit, eh bien, on va utiliser l'un ou l'autre en fonction des besoins. Et c'est aussi une démarche particulière puisque à un moment donné, on va instaurer la notion de défi et en fonction des propriétés ou des connaissances que l'on va installer, on va proposer tout le panel d'outils que nous avons développé au cours de la progression et on va donner un coût à l'utilisation de chacun des outils. Plus l'outil coûte cher, effectivement, plus il va falloir se débrouiller avec ceux qui coûtent le moins cher. Un nombre de points, pour préciser. Voilà, et donc on va appeler ça des défis. Et le défi, c'est de réaliser cette figure, de la reproduire à l'identique en utilisant les outils qui coûtent le moins cher. Alors, ça n'est pas facile à mettre en place. La difficulté pour les enseignants, c'est d'apprendre quel outil je vais donner, quel nombre de points je vais donner en fonction des difficultés que je vais proposer. Parce que là, c'est moi qui ai décidé de choisir les intersections pour bien voir les sommets et les lignes et le réseau de lignes de l'ensemble du château. Et c'est bien pour ça que je n'utilise pas le mot droite ni segment, parce qu'on est bien dans une progression qui permet à l'enfant de percevoir ce réseau de lignes et de droites qui va petit à petit se stabiliser. Et on parlera de segment puisque c'est le haut de la porte, ça commence là et ça s'arrête là, quand on aura introduit le réglé ou la règle informable qui nous donne et le début et la fin du segment.
mais les enfants construisent leurs connaissances eux-mêmes. Les méthodes se rapprochent de la méthode Montessori. Alors, s'il s'agit de la géométrie, effectivement, le mot manipulation, il n'y a de manipulation non pas pour le jeu, mais pour que l'enfant dépasse son stade actuel de connaissance. Il faut qu'il y ait juste ce qu'il faut, et tout le monde connaît dans les théories les références auxquelles je fais appel, de difficultés pour se dépasser et arriver à cette nouvelle connaissance. Donc, oui, j'ai plus Montessori en tête en maternelle qu'en géométrie au cycle 2, vous m'en excuserez, mais certainement que c'est à ce niveau-là. La 3D n'est-elle pas moins travaillée avec les nouveaux programmes? Je vous rappelle que nous ne travaillons la 3D que quand nous parlons de solide au CE1, puisque là, les objets 1 dans les recommandations doivent toujours être en présence visuelle pour l'enfant, qu'il n'y a pas lieu d'apprendre à faire les patrons ni les représentations cavalières de ces solides. Nous y sommes obligés pour le retenons, ça leur permet de l'aborder, mais ça n'est pas l'objectif de la connaissance. La connaissance, c'est le vocabulaire et la reconnaissance des formes, des faces de ces solides. Alors, je peux me permettre de répondre aussi pour la question s'agissant de la méthode à conseiller pour le cycle 3. Elle est en phase de rédaction actuellement. Hein. La suite logique de la collection J'aime les maths, c'est l'ouvrage CE2, hein, qui va démarrer le cycle 3 actuel. Donc, avec la continuité, bien sûr, logique, hein, de tout ce dont on a parlé en calcul mental, la démarche géométrique que Marie-Pierre vient de présenter, mais pas seulement. Il y aura aussi une continuité logique sur la résolution de problèmes, qui est un domaine vraiment traité de manière assez pointue également dans cette collection, la grandeur et mesure, dans une même logique, une même approche toujours très participative. Alors, une autre question qui m'était posée, peut-on donner des références théoriques? Alors, en ce qui concerne la géométrie, retenez le changement nécessaire de regard sur les figures de messieurs Duval et Gaudin de l'IUFM Nord-Pas-de-Calais. Si vous tapez ça, vous allez forcément trouver les écrits de Marie-Jeanne Perrin, de tout ce groupe de l'IREM qui a produit tout un travail sur la notion de surface, sur la notion de figure, sur le lien entre les instruments que l'on va donner qui comportent des informations, des figures à étudier, et les instruments que tout le monde utilise, la règle, le compas, etc., qui comportent des informations mais qui sont valables sur toutes les figures et qu'il va falloir maîtriser autrement. Tout cela, c'est bien décrit, c'est il y a, si vous tapez Monsieur Gaudin, Marc Gaudin, vous allez aussi trouver un site internet qui permet aussi de visualiser. L'intérêt de ce site, c'est certainement de voir bouger les objets. On parlait de 3D et vous en avez besoin. C'est vrai que ça n'est pas évident de savoir au début ce qu'on va faire de ce petit contour. Moi, quand j'ai fini ça, ceux qui vont un petit peu trop vite, ben, allez, je leur demande ce qui manque ici. Je sais très bien que j'ai enlevé l'angle droit. Je sais qu'ils en ont une vision mentale claire et nette et je leur demande de choisir l'outil dont ils ont besoin. S'ils prennent la règle, ça leur coûte 15 points. S'ils prennent l'angle droit, dans ce cas-là, ça leur coûtera qu'un seul point. Ils auront fait l'économie puisqu'ils ont les deux directions du réseau de lignes et en plus, ils ont le secteur angulaire. Donc, tapez Marc Gaudin, le changement nécessaire de regard sur les figures. C'est une démarche qui commence au cycle 2, qui peut être entamée en grande section et en maternelle, et qui va jusque le cycle 3 est très loin dans le cycle 3, puisque dès la 6e, on aurait encore besoin de cette démarche de visualisation. Alors, je poursuis sur les références théoriques. Dans le domaine nombre et calcul et calcul mental, je vous conseille particulièrement la lecture d'un rapport sorti en 2010 qui s'appelle Le nombre au cycle 2. Très spécifiquement la partie calcul mental et l'article de Denis Butlen sur le paradoxe de l'automatisme. Et là, on comprend vraiment les difficultés des élèves, pourquoi on doit automatiser tout en défaisant, entre guillemets, les mauvais automatismes qui ont été intégrés par les élèves
dans la pratique courante du calcul mental. Juste une précision, la version cycle 3 est sortie également, plus récemment, en 2013, me semble-t-il, s'appelle le nombre au cycle 3. La partie grandeur et mesure et nombres décimaux est particulièrement bien, et fractions également, hein, bien développée dans ces rapports. Ben voilà, donc pour l'équerre, écoutez, on a le temps d'attendre le CE2 pour la mettre sans graduation et l'utiliser à bon escient en géométrie. Bon courage à tous, merci. Merci de votre participation, bon courage.